Épisode numéro 45 du podcast Passion MLB. Bonjour à tout le monde qui est présent à nous écouter en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube en ce mercredi 22 janvier, parce que oui, vous l'avez peut-être vu, sinon vous le découvrez en voyant le live passer sur vos réseaux sociaux. Mais cette année, c'est le mercredi soir qu'on va enregistrer au lieu du jeudi soir. Ça ne change rien à la formule que vous connaissez. On a le même format de podcast qu'on avait en 2024. On va répondre à vos questions. Puis ceux qui vont vouloir l'écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast vont pouvoir le faire. Donc, à ce niveau-là, ça ne change pas. Et parmi les autres choses qui ne changent pas non plus, c'est la présence de Sébastien Berroir. Comment vas-tu, mon chum? Ça va très bien. C'est le fun de recommencer ça. Je peux pas dire que Oui. je suis content de te retrouver, mais je suis Non. content de retrouver nos auditeurs, par contre. Voilà, comme Patrick qui nous dit qu'il est content de nous revoir. Donc, merci des bons mots, Patrick. On espère que les réguliers, on va les appeler comme ça, qui nous écoutaient, faudrait se trouver un nom éventuellement. Tu sais, comme les gens qui écoutent le podcast des frères Kelsey, c'est les 92%ers. Là, je ne sais pas d'où ça vient. Là, je pense que c'est un insight d'un début de podcast que j'ai Sûrement. pogné quelque part. Mais donc, tout ça pour dire, on espère que ceux qui nous écoutent sur une base régulière vont être en mesure de nous suivre et continuer de nous écouter parce que l'interaction qu'on avait en 2024 était vraiment intéressante sur le Ouais. podcast, donc on espère pouvoir continuer ça. Puis s'il y en a qui ont des suggestions pour des noms, justement, de nos Oui, auditeurs, de cette communauté-là, là, gênez-vous oui, pas. voilà. Parmi les autres choses qui n'ont pas changé non plus, je vois que tu arbores ta belle tuque des Yankees. En fait, avant, c'était plus une casquette. Là, c'est la tuque. Là, il fait Ouais, froid à c'est juste Québec qu'il ou... fait froid aujourd'hui, là. C'est ça, C'est OK. ça, oui. Je comprends. Je ne mettrai pas le 3 juillet, là, inquiétez-vous pas. Tu devrais. Tu sais, tu Ouais, pourrais ouais, faire comme les jeunes être dans le vent, là, tu sais, pas de tuque quand c'est l'hiver, puis une tuque quand c'est l'été, juste pour écœurer ouais, tes ben, parents je un je petit suis peu. pas jeune, puis je suis pas dans le vent, fait Voilà. que Tes cheveux non plus protégés par ta belle tuque. Oui. Donc, tout ça pour dire, après cette intro des plus folles, allons-y avec ce qui s'est passé chez les Blue Jays de Toronto. Okay, Blue Jays, let's play ball. Ah, les Blue Jays. Dans le dernier mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gars qui n'ont pas signé. Il y a eu des gars qui n'ont pas signé. Il y a eu des gars qui n'ont pas signé. Puis ces trois gars-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Sont allés à Los Angeles. Puis ces trois-là, c'est qui vous voulez parce qu'ils sont tous allés à Los Angeles. Les Blue Jays, Sébastien, se sont attirés une pitié du monde du baseball à force de tu sais, on peut reprocher bien des trucs aux Blue Jays, puis on le fait depuis longtemps, là, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas vouloir améliorer cette équipe-là. On ne peut pas leur reprocher de ne pas mettre l'argent sur la table non plus. C'est une équipe qui va avoir une grosse masse salariale, puis c'est une équipe qui a été sur les cas de beaucoup, beaucoup de gros joueurs. Et là, à force de manquer leur coup, ils n'ont pas juste manqué leur coup, là, on arrivera à Anthony Santander, mais à force de manquer leur coup, on dirait là, jusqu'à Rocky Sasaki. Là, on dirait qu'il y a eu une cassure de comme les gens ont fait « Eh mon Dieu, c'est vraiment triste ce qui se passe pour les fans des Blue Jays. » Oui, puis le monde du baseball a une certaine pitié pour les partisans des Blue Jays, mais j'ai rarement vu la base de partisans des Blue Jays aussi détruite que Ouais. durant cette saison morte-là, là. Tu sais, on l'avait vu par le passé, c'était pas nécessairement évident, il y avait de la frustration, mais à ce point-ci, cette année, alors que les Jays étaient de tous les dossiers, là. Tu as dit beaucoup de joueurs autonomes. Je pense qu'ils étaient sur tout. Ils ont tout essayé. Toute la gang, ils ont appelé, ils ont essayé quelque chose. Ouais. Puis, comme tu l'as mentionné, c'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont essayé au point, dans plusieurs dossiers, d'avoir la meilleure offre, Ouais. d'avoir un pitch de vente incroyable de ce qu'on entend, vraiment solide, vraiment bien préparé. Mais à la fin, ça se terminait quand même par une déception. Tu sais, c'est difficile à expliquer à ce point-là que presque tous les joueurs autonomes ne veulent pas aller à Toronto. Mais quand même, le blâme ne revient pas à l'organisation des Jays durant cette saison morte-là. Ils ont tout fait pour attirer des joueurs. Finalement, ça aurait été catastrophique de ne pas réussir, mais finalement, on a réussi. Puis on entend qu'on n'a pas terminé. Cette signature qui vient de survenir, ça va probablement changer les choses, peut-être pour Vladimir et peut-être pour d'autres joueurs autonomes qui pourraient s'amener à Toronto. Tu as dit, tu sais, on ne peut pas le reprocher à la direction des Blue Jays durant la saison morte. Tu as raison, mais on peut le reprocher à la direction des Blue Jays pour ce qu'ils ont fait avant, qui Ouais, menaient jusque-là. Parce que, complètement. souviens-toi, on était les premiers à dire
qui va signer là? Tu sais, t'as bien beau dire on va être sur tout le monde, puis on pensait pas qu'on avait raison à ce point-là. Mais, OK, ils vont être sur tout le monde, ils vont vouloir signer tout le monde. C'est correct, mais toi, là, je te pose la question, là, tu es un agent libre de 28 ans présentement, là. Signes-tu à Toronto? La réponse, c'est non. Je vais répondre pour toi. Non, Sébastien, tu ne signes pas à Toronto. Non, non. Puis là, je vais répondre pour moi, puis non, je ne signerai pas à Toronto. Même réponse, c'est bon, ça. C'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est pas attrayant actuellement, Toronto. Premièrement, tu sais, pour certains Américains, tu as quand même la barrière de tu traverses la frontière, tu t'en vas Ouais, dans ouais. un autre pays, dans un autre marché. Mais en plus de ça, l'équipe n'est pas attrayante. Si tu as une formation qui est aspirante aux grands honneurs, comme on le sous-entend depuis 6 mois, ben là, tu vas peut-être passer par-dessus cette barrière-là. Tu vas traverser au Canada parce que tu sais que tu as une chance de gagner, parce que tu sais qu'il y a des joueurs qui sont établis là, que tu sais qu'il y a un Vladimir Guerrero qui est là à long terme. Mais là, ce n'est pas le cas. Vladimir n'est pas signé à long terme, puis il n'y a absolument personne ou presque dans cette équipe-là qui peut nous faire penser qu'on va se rendre en séries éliminatoires, là. Non, exactement. C'est encore très, très mince, là. Il y a encore beaucoup de trous dans cette formation-là. Écoute, il y a eu quand même quelques signatures qui ont été faites, acquisitions dans les dernières semaines. Évidemment, avant qu'on prenne notre pause du temps des fêtes, il y a eu cette transaction-là de Andrés Jiménez qui est survenu, Nick Sandlin qui est arrivé, aussi un releveur dans la transaction, Yemi Garcia qui a re-signé. Ça, on le savait. Parmi les nouveautés, 2 aspects. Premier aspect, Jeff Hoffman, qui signe un contrat de 3 ans, 33 millions de dollars, devrait s'installer si tout va bien, puis s'il gagne sa place à la fin du camp d'entraînement dans la chaise de closer de l'équipe. Sur le coup, tu te dis, excellente signature. Là, tu apprends que les Orioles ont dit non à 3 fois 40, 3 fois 40 en tout, là, parce qu'il y avait des problèmes avec l'épaule. Puis là, tu apprends que les Braves voulaient en faire un partant à 5 ans, 48 millions de dollars en tout. Puis eux autres aussi, ils ont eu peur à cause de l'épaule. Fait que ma question, c'est l'épaule, a fait-tu peur ou pas? Ben, c'est sûr que si deux équipes médicales ont levé le flag sur l'épaule de Jeff Hoffman, c'est sûr que c'est un peu inquiétant. Dans le cas des Braves, on voulait en faire un partant, donc cette épaule-là aurait été surutilisée. C'était peut-être très risqué. Du côté des Orioles, on était un petit peu frileux de ce côté-là, du côté médical. Fait que ça peut expliquer ces 2 décisions-là. Ceci dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose avec son épaule. C'est pas vrai qu'il y a 2 équipes médicales qui vont voir, tu sais, qui se seraient trompées sur son cas. Par contre, est-ce que d'un autre côté, ça peut devenir un petit peu un vol dans le sens qu'il appartenait à ces 2 formations-là ou presque là, s'il avait passé ses tests physiques et que là, se retrouve avec les Jays, qui s'en va dans un rôle qu'il n'est pas nécessairement surutilisé, même si ça risque d'être le closer, puis qui fait le travail comme il l'a fait par le passé parce que le problème, c'est pas ses performances sur le terrain, Non. c'est la situation, son état de santé. Donc, Ouais. si son état de santé, finalement, selon sa charge de travail, s'avère être assez bien pour faire toute la saison, bien, les Jays vont en sortir gagnants. Là, on se retrouve dans un enclos qui est meilleur, qui n'est pas parfait, mais tu sais, au moins ces quelques actions-là. Moi, j'avais écrit un texte à un certain point durant la saison morte en disant ça va prendre 4 nouveaux releveurs. Il y a Jeff Hoffman qui est là, ça fait 1. Il y a Yemi Garcia, ça fait 2. Il y a Nick Sandlin, ça fait 3. Et si les Blue Jays signent un lanceur partant et qu'ils s'envoient Yariel Rodriguez en relève, ça fera 4. On y arrivera évidemment. Là, je vois quelques questions dans le chat là, par rapport justement à ce que les Blue Jays pourraient faire dans les prochaines semaines. Donc, pas impossible qu'il y ait un lanceur de plus qui s'ajoute à cet enclos-là. Pas beaucoup de gauchers, par exemple, dans l'enclos, mais ça, c'est un détail rendu là. Et l'autre signature qui a été faite, qui est probablement le gros mouvement de personnel. Je ne vois pas les Blue Jays faire quelque chose de plus gros qu'Anthony Santander qui débarque en ville dans un contrat peut-être un petit peu long, mais à ce point-ci, fallait que tu surpayes, puis c'est correct, il fallait que tu l'amènes. Anthony Santander, moi, sais-tu qu'est-ce que j'aime de cette signature-là? C'est que prends l'exemple d'Andrés Jiménez. Quand les Blue Jays sont allés le chercher, ils sont allés chercher un gars qui ne frappe pas et qui stabilise la défensive. Les Blue Jays avaient besoin de quelqu'un qui frappe et c'était plus ou moins, je ne dis pas que ce n'est pas important la défensive, mais ce n'était pas la priorité du club qui avait déjà une bonne défensive. Donc, tu ne jouais pas dans tes besoins. Là, tu vas chercher un gars qui va faire sacrer des gens défensivement, c'est correct, qui ne se rendra pas beaucoup sur les buts, mais qui amène de la puissance, qui est un bon frappeur. Je vais dire gaucher, il est ambidex, mais le besoin était surtout à gauche. Donc, si tu le mets juste derrière un Vlad Guerrero Jr.,
tu alternes droitier-gaucher, tu as 2 gars qui peuvent frapper pour la puissance. Ce sont automatiquement les 2 gars les plus puissants de l'équipe. Et là, tu te dis, on vient de combler un vrai besoin à Toronto. Pour moi, ça, c'est la bonne nouvelle du côté des Blue Jays parce que c'est une signature que le club avait besoin. Puis même s'il avait signé Alex Bregman à la place, tu te dis, écoute, il est bon, Bregman, ça aurait été bon, mais il n'y a pas ce même côté de puissance-là pur que Santander a. Tu sais, depuis 3 ans, c'est quoi? C'est 105 circuits. Je pense qu'il y a juste Aaron Judge là, qui en a plus dans l'américaine que lui dans les 3 dernières années. C'est un gars qui est capable de frapper pour la puissance, qui arrive dans un parc de balles que les dimensions ne bougeront pas aux 2 semaines, puis qu'on sait que, on sait que c'est un parc qui est bon pour les frappeurs. Il peut avoir du fun, Santander, à Toronto. Il va avoir du fun. C'est Oui. sûr et certain, et surtout en frappant après Vladimir. Puis pour enchérir sur ton point, tu parlais d'Jiménez, ça rend cette transaction-là d'Jiménez meilleure qu'elle l'est, finalement. Tu sais, au départ, là, on était. C'était vraiment pas le besoin, comme tu l'as mentionné. On n'avait pas nécessairement besoin d'un joueur excellent défensif qui n'a pas de Surtout pas bâton. de son contrat. Exactement. Mais là, tu as amené un joueur qui est excellent défensivement, qui stabilise cet avant-champ-là, puis tu es allé chercher la puissance que tu avais besoin en Santander. Donc, les deux mouvements de personnel mis ensemble font que ces 2 mouvements-là sont meilleurs qu'ils l'auraient été séparément. Puis là, tu amènes de la puissance dans cet alignement. Derrière Vladimir, c'était un des problèmes l'an dernier. Vladimir n'avait aucune protection dans cet alignement de frappeurs-là, ni avant ni après. Là, il n'y avait personne sur les sentiers, puis il n'y avait personne pour le protéger non plus. Donc là, tu espères que Bo Bichette connaisse une meilleure saison que l'an dernier. Ça ne sera pas difficile à réaliser. On le sait, mais on le sait qu'il est capable. Il l'a déjà fait par le Ouais, passé. exact. Fait que s'il revient à ces standards-là, puis là, on va se répéter, mais c'est pas vrai qu'il doit frapper après Vladimir, là, comme ça a été le cas. Là, John Schneider, il faut qu'il se réveille un petit peu. Là. Bo Bichette doit frapper devant Vladimir Junior. Oui. Puis Il faut que après, l'ordre, ce soit Bichette, Guerrero, Santander. Que ce soit 1, 2, 3 ou 2, 2, 3, 3, 4. 4, Ouais, ça ne me exact. dérange pas, mais il faut que ce soit cet ordre-là. Parce que sinon, à moins qu'il y ait d'autres joueurs qui s'ajoutent et qui changent l'équation, mais en ce moment, au moment où on se parle, il faut que Bichette frappe avant Guerrero et qu'il frappe avant Santander. That's it. Exactement, exactement. Puis ça te fait un 2-3-4 ou un 1-2-3 qui est quand même solide, parce que Oui. je suis presque certain que Bo Bichette va connaître une meilleure saison. Mhm. Si ça redevient le Bo Bichette qui se rendait sur les sentiers, qui frappait au champ opposé, tu peux le mettre comme premier frappeur. Tu as déjà tes 1-2-3. On va sûrement en parler un petit peu plus tard. Si jamais tu vas chercher un Pete Alonso qui pourrait frapper au 4e rang, là, tu commences à avoir un alignement qui fait du sens. Puis là, tu peux commencer à penser à 30 beaucoup plus loin que par les dernières saisons. Écoute, on parle de ça, un 2-3 ou 2-3-4. La raison pour laquelle je dis ça, moi, c'est que je ne veux pas voir George Springer frapper au Non, premier rang de cet ordre-là. non. Je ne suis pas contre. Là, je ne sais pas ça va être quoi son rôle, évidemment, là, avec Jiménez, Santander qui s'ajoute. Je ne sais pas jusqu'à quel point Will Wagner va avoir beaucoup d'apparitions au bâton. Moi, je ne serais pas contre quand c'est des lanceurs droitiers sur le monticule de le mettre comme premier frappeur. Mais tu sais, contre les gauchers, c'est peut-être un petit peu plus compliqué ou s'il y a une journée de congé, quoi que ce soit. Comment tu vois, toi, le poste de premier frappeur chez les Blue Jays? Ben, ton point est vraiment pas fou. Si on pourrait avoir une alternance entre Wagner et Bichette, ça pourrait être justement le 1-2-3 puis le 2-3-4 qu'on parlait tantôt, selon les circonstances. Puis on le sait, il va y Ouais. avoir des blessures, il va y Ouais. avoir des situations qui vont se produire durant la saison, mais idéalement, ça pourrait être ces 2 situations-là selon le lanceur que tu affrontes. Donc là, tu as quand même quelques options dans ta main avec lesquelles tu peux jouer. Puis ça fait que tu descends George Springer dans l'alignement, que la pression retombe un petit peu sur ce vétéran-là qui s'en va en fin de carrière, on va se le dire. Ouais. Ça ne peut pas être ton premier frappeur rendu à son âge, rendu dans sa situation. On le sait qu'il va être blessé. Il ne peut pas prendre toute cette pression-là. On l'a vu, quand ça va mal pour Big George. Il faut trouver une autre option dans le haut de l'alignement pour solidifier ce rôle de frappeur-là. Puis si tu le descends à 5e, 6e, il pourrait t'amener beaucoup plus que s'il est dans un rôle beaucoup plus important dans le haut de l'alignement. Sinon, il y a la possibilité d'aller ajouter quelqu'un. On voit que Jurickson Profar est dans les rumeurs présentement. Puis là, on arrive à les commentaires que je vois défiler depuis tantôt, là, à tout ce qui s'en vient chez les Blue Jays potentiellement sur le marché, avec toutes les rumeurs qu'on entend. Si tu vas chercher un Jurickson Profar, bon, c'est sûr que défensivement, ça a des implications. C'est sûr que le poste de frappeur de choix serait partagé
avec les Profar, pas Varsho, mais tu sais, défensivement, tu aurais Varsho, Chansante, puis dans les côtés, tu aurais Profar, tu aurais Santander, tu aurais Springer. Mais comme premier frappeur, c'est sûr que ça viendrait te régler un problème. Ce que d'autres gars comme Pete Alonso, peu importe, pourraient moins régler. Là. Mais si tu vas te chercher un Jurickson Profar, je pense que tu as ton 1, 2, 3, 4. Oui, exactement. Puis il y a deux choses qui font que les Jays devraient peut-être prioriser justement Profar devant Alonso. Sa défensive, tu pourrais placer Profar au champ extérieur puis être totalement à l'aise avec son jeu défensif. Ouais. Puis ça t'amènerait Santander dans le rôle de frappeur de choix un petit peu au premier but, ce qui est excellent. Tu le caches un petit peu dans ce Puis même, rôle-là. tu le mets dans la droite si tu amènes George Springer une fois de temps en temps, soit en congé ou comme frappeur Exactement. de choix, tu mets Santander dans la droite. Puis ben, tu te dis à Varsho, prends une coupe de pas de ce côté-là, puis il va combler un peu. Très bon point. C'est exactement ça. Tandis que si tu as Alonso qui s'amène dans ton club, Alonso va jouer au premier but et comme frappeur de choix, donc très souvent comme DH. Ce qui fait que Santander est au champ extérieur. Donc là, tu dois vivre avec sa défensive. Je pense que vraiment le meilleur fit pour les Jays, ce serait Profar combiné avec un lanceur partant qui enverrait Yariel dans l'enclos de relève. Ça serait un Profar puis un Jack Flaherty, ce serait extraordinaire pour les Jays. Puis, je suis pas en train de dire qu'il faut que tu construises tes plans de la saison morte autour d'Ernie Clement, mais si tu signes un Profar au lieu d'un Alonso, ben ça fait en sorte que Vlad Guerrero reste beaucoup plus souvent au premier but. Puis, de tous ceux qui ont été essayés, je vais le classer dans la catégorie des jeunes, même si je sais que c'est plus nécessairement un espoir, mais c'est pas un régulier, disons. De tous ces jeunes-là qui ont été testés l'an passé, Ernie Clement est probablement celui qui peut avoir un rôle le plus régulier possible, sans dire que tu veux l'avoir 162 matchs, mais si tu l'installes au troisième coussin, il te fait pas mal, Ernie Clement. Donc, peut-être qu'aussi dans cette optique-là, ça te permettrait de nettoyer ta défensive un peu, ce qu'on sait que les Blue Jays aiment, puis d'avoir cette possibilité-là d'avoir un premier frappeur. Donc, il y a des avantages si jamais un gars comme Jurickson Profar débarque en ville. Ceci étant dit, présentement, les rumeurs pointent beaucoup vers un gars comme Pete Alonso. Pete Alonso, les deux noms qui reviennent toujours, c'est les Mets et les Blue Jays depuis le début de la saison morte. Les Mets ont l'air pas d'avoir abandonné, mais d'avoir accepté qu'il y a une chance que ce gars-là ne reste pas dans l'uniforme des Mets de New York. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une équipe qui va se lever. Il n'y a personne qui avait prédit publiquement Corbin Burns avec les Diamondbacks de l'Arizona. Il y a des trucs comme ça qui peuvent survenir. Mais il existe vraiment un monde dans lequel, en 2025, Pete Alonso commence la saison à Toronto. Oui, exactement. Les Mets, présentement, ils agissent comme si Pete Alonso ne reviendra pas à New York. Ça ne veut pas dire que ça ne surviendra pas, mais ils font comme s'il est parti pour de bon, ce qui nous laisse pratiquement seulement les Blue Jays, à moins qu'une équipe surprise arrive à la dernière seconde, puis c'est sincère dans la danse. Mais oui, il y a une possibilité que Pete Alonso s'amène avec les Jays. Comme on l'a mentionné tantôt, est-ce que c'est la meilleure option? Je ne crois pas. Mais si tu peux amener un Pete Alonso, si jamais tes autres options ne fonctionnent pas, si tu peux amener un Pete Alonso qui va s'insérer parfaitement dans ce rôle offensif-là, c'est plus où on va le placer défensivement. Puis, la gestion du temps entre Vladimir et Alonso, est-ce qu'on va mettre Vladimir au troisième coussin? Ça non plus, ce n'est pas idéal. Mais le coup de bâton de Pete Alonso, tu ne peux pas t'en passer dans cet alignement-là. Non, c'est sûr qu'en ce moment, ce serait assez prioritaire. Mettons pas trop d'emphase sur un des deux qui va être signé parce qu'on l'a vu depuis le début de la saison morte. On a beau parler. Si les gars veulent pas signer, les gars veulent pas signer. J'ai vu Ben Nicholson-Smith qui a dit, par exemple, qu'Alonso est ouvert à la possibilité de jouer à Toronto. Donc, on verra ce que ça va donner. Puis, écoute, s'il y en a un qui son marché s'est pas développé de la façon qu'il l'espérait, c'est bien Pete Alonso. C'est qui son agent à Pete Alonso? Es-tu capable de me dire Scott Boras? Moi, je suis capable, je ne le dirai pas. Oui, OK. Ça nous mène aussi par la force des choses. On parlait du monticule. Tu as parlé de Flaherty. Nick Pivetta est un nom qui circule aussi à Toronto. Le nom du moment, par exemple, c'est Max Scherzer. Le bruit qui court en ce moment, c'est que Max Scherzer serait ouvert à signer à Toronto, mais pas à tout prix. Puis quand je parle à tout prix, je ne parle pas d'argent, mais je parle de circonstances. Max Scherzer, on s'entend que s'il débarque à Toronto, c'est pas pour venir engranger les millions de dollars, c'est pas pour venir se faire des amis, puis c'est pas pour faire du tourisme dans un nouveau pays. S'il débarque à Toronto, c'est pour aller chercher une troisième bague. Ça, c'est officiel. S'il pense que ses chances sont pas assez bonnes, il ne débarquera pas à Toronto. S'il débarque à Toronto, de ce qu'on entend, c'est que ça prendrait un ajout supplémentaire. Le nom qui circule en ce moment, c'est Pete Alonso. Max Scherzer, son agent, c'est aussi Scott Boras.
Scott Boras sait que Max Scherzer n'a pas le plus grand des marchés, puis c'est pas une surprise de ne pas le voir signer à ce moment-là. Là, tu sais, je veux dire, on s'attendait à peu près à un développement comme celui-là, mais pour Pete Alonso, c'est une surprise. Est-ce que c'est possible de penser que Scott Boras se dit graisse-moi la patte, je vais te graisser la tienne. On va améliorer en même temps ta rotation, puis ça va trouver une place à mon boy Max qui veut une job puis qui m'appelle probablement aux demi-heures pour savoir de quoi mon marché a l'air. Là, connaissant son intensité, je ne serais pas étonné que c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le scénario numéro 1. Ou scénario numéro 2, comme Jean-Michel l'a souligné ici, est-ce que c'est aussi un scénario pour faire augmenter les enchères, ce qui est un cas qu'on a vu à quelques reprises quand même durant la saison morte? Est-ce que pour toi, c'est une possibilité ou est-ce que tu penses vraiment qu'il y a de l'intérêt? Comment tu démêles ça, là, toutes ces rumeurs-là là, qui impliquent Max Scherzer? Ben, au début de la saison morte, je t'aurais dit oui. Rendu à ce stade-ci, je suis moins sûr qu'on veut nécessairement faire monter les enchères. On veut trouver le meilleur fit, on veut trouver le meilleur contrat, c'est sûr, mais de là à vouloir se servir des Jays pour faire monter les enchères, à ce stade-ci, je suis moins sûr. Là, est-ce que dans le cas de Scherzer, il se dit est-ce que les Jays sont vraiment à un Pete Alonso d'avoir une chance de remporter une bague? Je ne le sais pas. Pour moi, je ne crois pas, mais peut-être que lui pense que cette formation-là a des chances de se rendre assez loin. Si c'est le cas, ben, tu dois faire ces deux mouvements de personnel-là. Puis peut-être que tu vas surpayer un peu. Mais si on regarde le marché actuel, qui ne surpaie pas pour un joueur du baseball majeur en ce moment? Le marché est tout simplement fou. Donc, si tu veux vraiment attirer des bons joueurs dans ton organisation, tu dois payer le prix. Puis, tu ajoutes un Alonso à ton rôle de frappeur, tu ajoutes un Scherzer. On le sait, il est en fin de carrière. On le sait, ses problèmes de blessure, mais tu l'entres dans un rôle de 5e partant. Tu sais que ça ne sera pas un lanceur qui va être dans ta formation à séries éliminatoires si tu te rends. Il y a beaucoup moins de pression dans cette situation-là. Ça pousse Yariel Rodriguez dans l'enclos de relève. Ton enclos est beaucoup plus solide que l'an dernier. Il y a plusieurs choses qui découlent de ces prochains mouvements que les Jays doivent faire. Si tu peux le faire, tu dois le faire. C'est sûr que Scott Boras, il doit dire aussi à Ross Atkins, à Mark Shapiro, à tout le monde, écoute, si tu signes un Max Scherzer qui est intense sur le monticule, mais qui est considéré comme un coéquipier phénoménal, là, les gens qui travaillent avec lui adorent apprendre de lui. Tu te dis, écoute, toi, ce que tu peux faire, là, c'est d'asseoir Max Scherzer ici au camp d'entraînement, puis dire à Bowden Francis, tu t'assois là, puis dire à Trey Savage, tu t'assois là, puis dire à Jake Bloss, tu t'assois là, puis vous faites tout un petit comité, puis tu peux apprendre d'un gars comme lui. Probablement que ça fait partie de la réflexion. Puis moi, il y a quelque chose que je me demande aussi. Max Scherzer, là, jusqu'à quel point, je vais loin, là, mais jusqu'à quel point tu penses qu'il se dit, si ça clique à Toronto, ça va cliquer, puis si ça clique pas, ça cliquera pas. Il n'y aura pas d'entre-deux. Soit ça va être un bon club, soit ça va être un mauvais club. S'il signe avec un club juste correct, qui va peut-être faire les séries, peut-être qu'il se tire dans le pied. Si tu signes avec Toronto et qu'ils ne sont pas bons, à date limite, tu peux te faire échanger où tu veux. Peut-être que ça peut faire partie de la réflexion aussi, de se dire, si Toronto va, ça va, mais si ça ne va pas, on s'entend dès le début, là, si ça ne va pas, j'ai mon mot à dire, puis que tu me donnes une clause de non-échange ou pas, agissons comme si j'en ai une, puis on va choisir une destination ensemble, puis je me ferai échanger aux Dodgers à date limite comme en 2021. Encore eux autres. Oui, c'est ça. Mais ouais, je vais retourner avec les Giants, je vais faire un 3e trip avec Justin Verlander. Mais il y a peut-être de ça aussi, de se dire, ça va me permettre d'aller chercher un montant d'argent, ça va me permettre de me garder en forme dans une organisation qui me veut, puis après ça, ben, je lève les feuilles, puis bye-bye, puis je m'en vais essayer de gagner une série mondiale ailleurs. Là. Ça se peut que ce soit ça aussi. Là. Surtout dans l'optique que si Vladimir n'a pas signé un contrat à long terme, si ça ne fonctionne pas en début de saison, ça va être la vente de feu. Là. Il n'y aura pas d'autre option que ça. Puis Scherzer, s'il est avec les Jays, va faire partie de cette vente de feu-là. Oui. Donc, oui, ça pourrait être quelque chose qui fait partie de la réflexion. Puis tantôt, tu parlais de leader dans le vestiaire avec les jeunes. Je vais ajouter un nom. On le sait, il ne sera pas là en début de saison. Il va être là seulement en deuxième moitié. On ne sait pas comment ça va aller. Mais Alek Manoah, un Max Scherzer qui est assis dans le vestiaire, je pense que ça peut changer le cours des choses pour sa carrière. Il a besoin de ça, on le sait, c'est pas toujours facile à l'extérieur du terrain. C'est pas toujours facile du côté mental du sport, mais tu as un vétéran de la trempe de Scherzer dans ton vestiaire, ça peut changer les choses. Puis tu sais pourquoi j'aime ça en particulier pour ce qui est potentiellement là, d'un Alek Manoah, c'est que Manoah, ton défi, tu sais, c'est un cheval, il est intense, il va aller crier après Garrett Cole, puis il va se mettre tout le monde à dos, puis il va dire des affaires de trop.
Max Scherzer est dans le même moule. Max Scherzer, c'est un cheval aussi qu'il faut que tu retiennes. Fait que c'est sûr que si tu as un gars, j'ai rien contre Kevin Gausman, excellent lanceur, puis une chance qu'il est là à Toronto, mais tu sais, c'est un gars qui est plus relax, puis qui est un petit peu plus calibré. Fait que peut-être qu'il peut moins comprendre cette réalité-là d'Alek Manoah, que clairement Max Scherzer peut comprendre. Parce que Max Scherzer aussi, dans la vie, il a fallu qu'il apprenne à se contrôler. Puis probablement qu'il a fallu qu'il apprenne à contrôler un Bryce Harper aussi, puis qu'il a de l'expérience avec des gars qui sont un petit peu plus bouillants. Fait que oui, peut-être que ça pourrait être un bon mentor, en effet. Oui, et puis les yeux de Max Scherzer, je ne sais pas si tu as déjà. C'est incroyable, là, Ouais. le feu qu'il y a dans ces yeux-là, mais il réussit à canaliser cette énergie-là de la bonne façon. Peut-être qu'il ne le faisait pas à ses débuts, mais il a trouvé le moyen de le faire. C'est exactement ce qu'Alek Manoah doit faire. Donc, je pense qu'il y a un fit à ce niveau-là. Absolument, absolument. Il y a Matt ici qui nous dit être un fan des Jays, c'est comme être dans un buffet, mais les Jays ont juste droit à des plats pré-réchauffés et trop chers. Jusqu'à dernièrement, j'aurais dit qu'ils étaient barrés du buffet, mais là, ils ont réussi à rentrer. Ouais. Là, on va voir ce qu'ils peuvent manger. Là. Il y a quelqu'un qui a sorti un petit doggy bag et qui leur a donné en sortant. Ouais, Puis... c'est ça. Tiens, prends un Nick Sandlin. Un des problèmes aussi de l'organisation des Blue Jays, puis Jean-Michel a mis le doigt dessus, c'est que le réseau des filiales est vide. Puis, tu sais, c'est quand même assez, disons-le, ironique de voir que l'an passé, les Blue Jays se sont dit, regarde, on va échanger plein de joueurs, ça va être place aux jeunes, puis on va donner toute la place aux jeunes, puis là, ben, ils sont tous en train de les remplacer. Parce que, tu sais, si tu vas signer un autre bâton, puis tu sais, je te dis pas que c'est pas la chose à faire, là, parce que je suis pas en train de dire qu'Addison Barger, c'est le sauveur, là, mais c'est sûr que si tu vas rechercher, mettons, un Pete Alonso ou un Profile ou peu importe, ben, ça va laisser pas mal moins de place à ces jeunes-là, justement, qui ont eu tout l'espace. Là. Je pense à un Joey Loperfido. Loperfido qui a été acquis de Houston, tu vas le chercher. Lui, il était steady dans le champ gauche à peu près à tous les matchs, il n'en a pas manqué beaucoup en fin de saison. Et on savait tous qu'il fallait de toute façon qu'il se batte en 2025 pour son poste. Mais là, plus que jamais, il doit se dire OK, si je ne suis pas bon, je n'aurai pas de place au camp d'entraînement parce que c'est facile de juste, s'il n'y a pas d'option dans le gauche, de dire ben, Santander, tu vas aller jouer dans le champ gauche, puis on va placer quelqu'un d'autre comme frappeur de choix. Mais si Joey Loperfido connaît un camp du tonnerre, c'est facile de dire ben, Santander, tu vas aller comme frappeur de choix, on va être meilleur défensivement, puis une fois de temps en temps, tu joueras défensivement, mais sans plus. Fait il y a quelques jeunes comme ça qui ont quand même ces cartes-là, même si le réseau de filiales n'est pas fameux, puis qu'il y a certains joueurs qui peuvent se dire ah, je vais-tu signer là à long terme en sachant qu'il n'y a pas grand-chose qui s'en vient après. Tu sais? Oui, exact. Puis le système de filiale est vide aussi parce que ces joueurs-là qu'on a acquis sont en haut, sont dans les majeurs parce qu'on a tellement de trous dans cette formation-là, mais surtout l'an dernier, là, on vient d'en combler, mais on avait tellement de trous que ces jeunes qu'on est allé chercher, ils étaient au niveau des majeurs. Donc, le système de filiale n'était pas renforcé à ce moment-là. Là, en ajoutant des pièces, mais ça fait que ces jeunes joueurs-là, bien, ils ont moins des postes réguliers, pourraient se retrouver dans le système de filiale ou pourraient être échangés pour aller chercher quelque chose de bien. Par contre, tout va se passer au camp d'entraînement, comme tu l'as dit. C'est là que tout va jouer. Ces jeunes joueurs-là peuvent créer la surprise. Si tu as un camp extraordinaire, tu forces la main de l'état-major, puis après ça, ils vont prendre la décision de soit te donner un poste de partant ou de t'échanger, puis là, la valeur va grandir. Mais tout va se passer au camp d'entraînement. Puis les Blue Jays, comme toutes les organisations, là, demandent juste ça qu'un jeune leur force la main. Là. Oui. On l'a dit, ils ne sont pas cheap, on ne peut pas leur reprocher, mais je pense qu'il n'y a rien de plus qui espère qu'un jeune à 800 000 $ avec 6 ans de contrôle se dise « Moi, je suis capable de jouer à temps plein dans le baseball majeur. » Tu sais, mettons, Aurelvis Martinez, s'il n'avait pas fait le Taouin, c'est un nom que je dis de même, là, juste pour le fun. La porte était ouverte grande comme ça. Oui, pour c'est ceux ça. qui vont nous écouter plus tard, vous ne le verrez pas, là, mais c'était une autoroute. Puis lui a décidé, on va fermer ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, déjà qu'il partait avec une prise contre lui parce qu'on l'a essayé à peu près à toutes les positions qui existent et il était de plus en plus poche à chacune d'entre elles. Là. Mais ouais, ça, c'en est un que. Mais tu sais, encore là, il suffit d'un bon camp puis un bon début dans le 3, puis c'est fini, c'est oublié, puis tu montes, puis viens-t'en, mon homme. Là. Et voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Tu sais, faut qu'il fasse ses preuves. Il repart, je te dis pas qu'il repart à 0, mais pas loin. Ben, c'est ça, c'est qu'il s'est donné 2 prises. Le compte n'est pas de 0, aucune balle, aucune prise. Là. Il s'est donné 2 prises. C'est à lui de naviguer dans cette situation-là. Autre nom à surveiller, comme nous le mentionne Stéphane ici, David Schneider, par la force des choses, bon, si tu je mets... pensais John Schneider, ça aurait été ben écoute, ça va enlever du temps de jeu. Ça peut l'enlever à John. Oui, c'est ça.
Ben, on cherche un deuxième receveur du côté de Toronto. Fait que peut-être que John Schneider éventuellement. Un joueur-entraîneur, c'est Comme magique, ça. un bon Reggie Dunlop. Oui. Fait que... David Schneider, donc un joueur de deuxième coussin, on a été chercher Jimenez. Un joueur de champ gauche, on a été chercher Santander. Fait qu'il va jouer où, Davis? Chez eux, je pense, dans Chez eux. son lazy boy. Oui. Mais Ben, avec sa belle moustache. Oui, c'est ça. Ben, Ça, on n'y enlèvera pas ça. Là. non, Ça, ben non, ben ça, non. il faut le laisser. Ben, ouais. Mais c'est sûr qu'il devient un petit peu. Il n'est pas indispensable, disons. C'est un joueur qui, défensivement, c'est très, très difficile. Qui, du côté offensif de la balle, ça y va par séquence. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Tu es capable de te passer de ce genre de joueur-là avec la profondeur que tu viens d'ajouter. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la valeur d'un Schneider en ce moment. Est-ce que tu vas l'échanger pour absolument rien ou presque, ou tu vas le garder en espérant que cette valeur-là monte? C'est peut-être cette deuxième option-là qui devrait être envisagée parce que présentement, je ne vois pas vraiment un bon retour. Il n'y a pas une formation du baseball majeur qui va nécessairement payer très cher pour ses services. Il y a un nom aussi de qui ça va être assez important d'en parler parce que ça fait plus que partie du futur de l'organisation, puis ça va pas mal décider ce que les Blue Jays vont faire dans 1 an. Vladimir Guerrero Jr. La question est excessivement simple. Tu vas dans l'angle que tu veux. Il va-tu signer avant le 18 février? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si tu m'avais posé la question il y a un mois, quand on a pris notre pause, je t'aurais dit non. Là, on dirait que la signature de Santander, les négociations qui s'intensifient un peu dernièrement, si on lui donne son prix, pourquoi il irait ailleurs? Il a déjà, il a manifesté son intérêt de rester à Toronto. Il a décidé de sa valeur, puis je pense que ce n'est pas nécessairement irréaliste par rapport au marché actuel. Si les Jays décident de mettre leurs mains dans la poche, de sortir l'argent, pourquoi pas? Puis tu ne peux pas te permettre de perdre ses services, donc pourquoi ne pas y donner ce qu'il demande? Peut-être qu'à long terme, quand on va peut-être rajouter des années, ça ne sera pas payant, mais tu en as besoin dès maintenant d'un Vladimir Guerrero. Puis tous les contrats qui sont signés actuellement, on le sait que les dernières années, ça va être pénible. Ça va être la même chose pour le prochain contrat de Vladimir. Pourquoi ne pas couper l'herbe sous le pied des autres équipes puis tout de suite régler ce dossier-là? Puis après, non seulement tu signes Vladimir Guerrero dans ton organisation à long terme, probablement pour le reste de sa carrière, mais là, tu vas devenir attrayant pour les autres formations parce que tu le sais que ton noyau va être solide puis que tu vas avoir Vladimir pour plusieurs saisons. Oui, ça peut faire la différence. Puis aussi, je suis persuadé que, bon, tu ne prends pas des décisions en fonction du département marketing, mais d'après moi, les gens qui vendent des billets de saison, les gens qui travaillent aux réseaux sociaux, les gens qui travaillent aux ventes ou à tout ce que tu voudras, si tu es capable de dire j'ai Vladi jusqu'à la fin de sa carrière ou à peu près, pas besoin de te faire un dessin pour dire que ça va vendre plus de bière, vendre plus de hot dogs, puis vendre plus de billets au Rogers Center. Là. Ça, c'est une certitude. C'est sûr et certain. Il va s'en vendre du Old Doy au Rogers Center. Pas juste sur une pièce. Non, c'est ça, à tous les soirs de la semaine. Puis une autre chose, c'est que si tu perds Vladimir, oui, tu as signé Santander, mais ça te donne quoi? Là? Tu vas être pris un petit peu avec ce contrat-là, avec personne d'autre dans l'alignement. Probablement que Beau Bichette va quitter également. Tu n'auras pas de club, personne qui va vouloir signer là. Puis tu vas continuer à payer le bon vieux Tony. Donc, il n'y a pas de situation possible où Vladimir n'est pas un membre des Blue Jays jusqu'à la fin de sa carrière. Sinon, là, c'est la catastrophe. Est-ce que ça va se faire? On ne le sait pas. Mais à un moment ou à un autre, les Jays doivent mettre leur pied à terre et payer le prix. Même si tu surpayes. Et tu vas surpayer, je te l'annonce tout de suite. Oui, Là. oui. Je pense pas que Steve Cohen s'est dit hey, je vais être dans le vert avec Soto. Je sais que ce ne sera pas le même genre de contrat. Otani, c'est pas pareil. Là. Otani sont vraiment dans le vert. Là. Mais n'importe quel autre contrat, tu n'es pas dans le vert. Puis tu surpayes pour les dernières années. Puis regarde les Angels avec Albert Pujols. C'était-tu dégueulasse, même à partir de la 2e saison? Là, mais en tout cas, mais tu sais, eux autres, ils savaient là, que la 8e, puis la 9e, puis la 10e année étaient trop. Mais si tu veux le signer pour 2012 puis 2013, tu n'avais pas le choix d'aller jusqu'à 2021. C'est un peu la même chose avec Guerrero. Tu n'auras pas le choix de surpayer à ce niveau-là. Puis à un moment donné, Rogers doit sortir le chéquier, comme l'a dit David. Puis ce ne sera pas plus compliqué que ça parce que lui, il s'est dit
Ils ont mis 700 sur la table pour Ohtani. Ils ont mis 760 sur la table pour Soto. Moi, je demande 450, mettons. Là. Ah, Ça puis leur tente pas. Fait que, tu sais, c'est plus une question d'argent. Tu sais, c'est une question de ils me veulent-tu? Tu sais, est-ce que je me sens désiré? Puis si tu as l'offre que tu veux sur ta table, ben la réponse, c'est oui, je me sens désiré. je pense qu'il demandait peut-être 4,50 cette saison. Là. Peut-être que c'est rendu à 5,50. Mais Ça se peut. même si c'est 550, payez-le, le 550 millions, gardez Vladimir. Puis, tu sais, on parlait du contrat de chez Ohtani qu'on est dans le vert. Dans le cas de Vladimir, si tu ne l'as pas, tu es dans le rouge. Fait que Ouais. tu es aussi bien d'être un petit peu dans le jaune, puis d'avoir Vladimir dans ton club, que de te retrouver avec absolument rien dans ton club. Puis, Mhm. je suis convaincu que le Rogers Center va être vide comme un cimetière à la minute où Vladimir ne sera pas dans cette organisation. Ben oui, parce que, un, tu n'auras plus ce visage-là pour vendre des billets. Puis deux, ben après ça, l'équipe, Il n'y a il plus va se personne. passer quoi? T'as plus de jeunes, t'as rien qui va pousser, tout le monde va devenir agent libre, tout le monde va partir, tu vas être pogné avec le contrat de Santander. Tu sais, c'est lourd d'implication, ce contrat-là de Guerrero. Donc non, t'as pas exactement le choix. Là. Tu sais, faut que tu le prolonges. Il y a une date limite. Tu sais, tu as Patrick qui nous demande si Guerrero ne signe pas avant le 18 février, comment tu gères le dossier. C'est une bonne question, mais c'est une question que les Blue Jays ne veulent pas évidemment se rendre jusque-là. Non. Mais nous, on est dans un scénario hypothétique, donc je te la pose, la question. Si Guerrero Junior ne signe pas avant le 18 février, comment tu gères le dossier? Ben, tu vas gérer le dossier selon les performances du club sur le terrain. Je pense que si tu as une chance de faire les séries, on le sait que maintenant, tu rentres dans séries éliminatoires, tout peut arriver. Tu peux te rendre jusqu'au bout. Ce ne sera pas nécessairement facile. Là. Tu vas passer à travers des gros clubs, mais quand tu es hot au bon moment, tu peux te rendre jusqu'au bout. Donc, l'objectif, ça va être de faire les séries éliminatoires. Si tu n'as aucune chance de les faire, ben, c'est vraiment dommage. Mais tu dois capitaliser sur le fait que Vladimir, rendu à la fin du mois de juillet, va avoir une valeur incroyable sur le marché des transactions. Il va avoir un club qui va payer la lune, les étoiles. C'est sûr et certain. Donc, tu dois profiter de cette situation-là. Puis espérer revenir durant la saison morte, puis d'y aller d'un pitch de vente ou de payer une somme astronomique pour retenir les services de Vladimir, parce que si tu n'as pas retenu ses services avant le 18 février, tu peux être certain que ça va te coûter encore plus cher rendu le 2 novembre. Là. Ah, ça va te coûter un bras puis une jambe, puis Oui. pourquoi les Blue Jays voudraient ça? Là? Dans l'optique où tu as Ben, ils décidé. vont peut-être le faire, Oui, mais mais c'est pas ça une bonne sera pas une décision. bonne. C'est ça, exactement. C'est pas une bonne stratégie. Tu as l'occasion. Tu aurais eu l'occasion il y a 3 ans aussi, là, mais là, tu as une dernière chance. Vladimir aurait pu dire c'est terminé. Là. Moi, je négocie plus. On se revoit l'hiver prochain. Il laisse jusqu'au 18 février. Profitez-en. Absolument, absolument. Là-dessus, Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait sur les Blue Jays. Il y avait bien du stock, mais on Oui, a quand quand même même. fait le tour. Oui, c'est ça. Un mois d'accumulation. Oui, c'est ça. Donc, allons-y avec ce qui s'est passé ailleurs dans le baseball majeur. Ailleurs chez les Dodgers. Ah non, pas chez les Dodgers. Ailleurs dans Il va le falloir baseball. changer le thème. Hein? Mais en fait, je pense que c'est un synonyme. Ailleurs chez les Dodgers, nomme-moi un joueur, puis il a signé là-bas. En gros, c'est pas mal ça. Oui, ça ressemble à ça. Puis peut-être que les prochains joueurs aussi vont signer là. Ouais. On pense tout le temps qu'ils ont fini, mais ils n'ont jamais fini. Penses-tu qu'Ichiro Kirby va Yates, sortir? là. Ouais. J'allais J'allais dire, penses-tu qu'Ichiro va sortir de la Oui, retraite, ben, annuler rendu son là. vote pour le temple, puis dire je vais jouer une autre année, puis vous me ramènerez dans 5 ans, puis je vais essayer de convaincre le gars qui n'a pas voté pour moi que je mérite finalement. Oui, ça, c'est bon. Je pense qu'ils vont ramener Ichiro, CC puis Billy Wagner. Oui, Les ben tu sais, ils ont 3. besoin de closer. Ils en ont juste 5, Sébastien. Ben, c'est ça, c'est C'est triste, exactement. là. Puis de T'sais. toute À un manière, moment ils donné, peuvent qu'est-ce que tu fais différer de s'il y en a leur. 5 qui se blessent, là? Puis c'est possible à Los Angeles qu'il y en ait 5 qui se Ben, blessent. si on se fie à l'an dernier, ça se peut très bien. Ouais. Mais il y a Clayton Kershaw qui, d'après moi, ça s'en vient, là. Ouais. Ben oui, il n'a pas assez. Là. Juste pour le fun. Mais lui c'est correct. Genre, Oui, moi j'ai oui, pas de problème avec Kershaw, oui. tu sais. Oui. Mais moi, Mais c'est tout correct, là. Tu as dit lui, oui. c'est correct, mais c'est tout Oui, correct. oui. Non, mais ce que je C'est veux tout dire, c'est que correct. moi, je suis de l'école qu'ils peuvent signer qui ils veulent. Là. Oui. Mais
dans le sens où lui, si Clayton Kershaw vient avec les Dodgers, que j'en vois pas un chialer. C'est dans ce Non, non, sens-là. exactement. S'il s'en va avec les Rangers parce qu'ils ont loadé l'équipe et qu'ils ont décidé ça aurait été une autre discussion, mais si Clayton Kershaw vient avec les Dodgers, c'est correct. Le temps que ce gars-là veut jouer avec les Dodgers et qu'il est capable de le faire à un bon niveau, ben qu'il revienne. T'sais. Mais ouais, les Dodgers qui font un petit peu jaser. Moi, je suis de l'école que j'aime mieux dire OK, au moins il y a un propriétaire qui met son argent sur la table versus les Pirates qui coupent Roddy Tellez à 4 apparitions au bâton d'un bonus ou les Marlins de Miami qui ne pourront peut-être pas échanger Alcantara parce que là, il ne leur restera pas assez de gars que l'inverse. J'aime mieux cette mentalité-là des Dodgers ou des Mets là, qui mettent leur argent sur la table en fou depuis que Steve Cohen est là, avec évidemment la culmination qui est le contre-droit de Soto. Mais j'aime mieux cette mentalité-là que l'inverse, même si en ce moment, tu te dis, mon Dieu, ça va être dur de battre les Dodgers. Oui, je comprends le point de vue de plusieurs partisans. C'est sûr que c'est un petit peu plate de voir les Dodgers ramasser un petit peu tout le monde. Mais d'un autre côté, ça va donner tout un show cette saison-là. Tout le monde va vouloir battre les Dodgers. On va regarder les matchs des Dodgers en souhaitant qu'ils perdent. Puis une autre chose, c'est que les joueurs étaient disponibles pour tout le monde. Là. Tu sais, Rocky Sasaki était disponible. Ce n'est pas une question d'argent. Les Padres offraient beaucoup plus. Ils étaient prêts à faire des transactions pour avoir de l'argent international et pour lui donner. Les Jays aussi. Dans le cas de Tanner Scott, même chose. Il y avait des offres plus faramineuses ailleurs, a décidé d'adopter cette culture que les Dodgers ont instaurée dans les dernières années. Donc, le crédit doit leur revenir. Puis, c'est plate à dire, mais il y a des formations qui méritent ce qui leur arrive présentement. Là, on ne veut pas dépenser. On a des revenus. On parlait des Padres. Là, on a plus de revenus que les Jays. Puis là, on ne veut pas dépenser, puis on est en train de penser à se départir de Dylan Cease, de Luis Arraez, de Jake Cronenworth. On fait plus d'argent que les Jays, là, puis on l'a mentionné dans le blog des Jays. Les Jays voulaient dépenser de façon incommensurable. Ils voulaient mettre de l'argent sur la table, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Mais les Dodgers ne sont pas à blâmer pour ce qui arrive présentement. J'aimerais ça que Peter Seidler soit encore en vie puis que la mentalité des dernières années de on sait que tout le monde, lui, il en donnera à son argent pour les Dodgers. Puis peut-être que Sasaki aujourd'hui est un membre des Padres si Peter Seidler est en vie. Puis peut-être qu'il y a d'autres gars aussi qui auraient signé là-bas ou quoi que ce soit. Je pense que ça aurait changé bien des choses. Mais en fait, Soto serait encore là, premièrement, là, parce que Scott Boras l'a dit, là, il s'enlignait pour signer une prolongation de contrat à long terme. Puis son décès a tout changé. Puis il a été changé aux Yankees. Fait que, par la force des choses, j'aurais une équipe complètement différente aujourd'hui à San Diego. Mais en ce moment, bon, le chemin est ouvert pour les Dodgers. Ceci étant dit, on sait que ça se joue en série. Moi, ce que je respecte des Dodgers, c'est que l'an passé, qu'est-ce qu'on s'est dit durant l'hiver? Quelle belle rotation. Ils sont pleins aux as. Ils peuvent se blesser puis il ne manquera pas de gars. Finalement, une chance qu'ils sont allés chercher Jack Flaherty à date limite parce que il y a lui qui lançait, puis il y a des gars qui lançaient avec une demi-épaule. Il y avait une rotation à 3 gars seulement avec Yamamoto qui revenait d'une blessure, qui n'était pas certain de pouvoir lancer. Walker Buehler, qu'il ne pouvait pas nécessairement trop en prendre. Fait que je respecte au moins le fait qu'ils se sont dit, regarde, tu sais quoi, il nous a manqué de lanceurs, on s'en va chercher un double gagnant du Cy Young, on s'en va chercher Sasaki, on s'en va chercher plein de gars. Fait que, au moins, ça, c'est le fun pour ça. Mais de l'autre côté, comme tu l'as dit, on comprend à 100 000 pourquoi ils ont une cible dans le dos, puis pourquoi les autres équipes se disent, hey, tu sais quoi, on va aller défoncer. Puis ils savent qu'ils ont une cible dans le dos. Puis ça vient avec de la pression. Il va y avoir de la pression dans la Ligue nationale pour sortir. T'es rendu en série mondiale, c'est autre chose. T'es rendu, c'est là, tu joues les 4 ou 7 derniers matchs de ta saison. Mais pour se rendre là, il faut se rappeler que l'an dernier, il était à une petite défaite d'être éliminé par les Padres au premier tour, en série de division. Ça ne tient pas à grand-chose. C'est pas vrai que les équipes vont aller à Los Angeles et vont se dire on n'a aucune chance de gagner. Le baseball, ça joue sur le terrain, ça joue à tous les jours. Tout le monde va vouloir les battre. Donc, ça va donner tout un spectacle. Puis, il n'y a rien qui garantit qu'ils vont être là jusqu'au bout. Là. Non, parce que ça fait des années qu'on se dit qu'il devrait la gagner à chaque année. Là, cette année, c'est encore plus intense. Là. Mais ça fait des années qu'on se dit qu'il devrait la gagner à chaque année. Puis en 2021, regarde les livres, ils n'ont pas gagné. En 2022, ils n'ont pas gagné. Puis en 2023, ils n'ont pas gagné. Puis si tu additionnes toutes les victoires qu'ils ont eues dans ces 3 années-là, le chiffre n'est pas beaucoup. Là. Non, exactement. Il faut que les étoiles s'alignent quand même pour gagner dans le baseball majeur. C'est pas toujours simple. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas une équipe qui a répété
ses exploits de remporter la Ouais. Série mondiale 2 années de Ouais. suite. Fait que, tu sais, c'est pas un problème dans le baseball majeur. Là. Mhm. C'est très difficile à faire. Ouais. Puis ça veut pas dire que ça va arriver parce que les Dodgers ont dépensé en fou. Là. Non. Autre aspect qui fait beaucoup jaser, puis principalement en lien avec les Dodgers, c'est l'argent différé. Je sais qu'on n'a pas nécessairement le même avis là-dessus. Là. Toi, je pense que tu aimerais ça avoir un certain cap. Moi, Ouais. ce que je me dis, c'est comme tu sais, un peu la mentalité que tu disais tantôt, mais je l'applique à ça, s'il arrive à convaincre les joueurs d'accepter tout cet argent-là différé, à commencer évidemment par Shohei Ohtani, là, qui est comme c'est là que ça a vraiment commencé à faire jaser. C'est une chose. Puis tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que si dans 10 ans, ils peuvent moins dépenser parce qu'ils ont 120 millions de dollars à payer sur 6 gars qui sont à la retraite, les 2 pieds dans le sable, là, je ne pleurerai pas pour les Dodgers là, parce qu'ils prennent ces décisions-là en toute connaissance de cause aujourd'hui. C'est la définition même d'hypothéquer le futur. Oui, exactement. La seule chose, je pense que c'est vraiment le dossier chez Ohtani qui vient tout changer dans cette situation-là. Tu sais, c'est tu réduis son salaire à 2 millions par année, mais tu fais de l'argent sur son dos, entre guillemets. Là. Tu sais, tu es quand même dans le vert, comme on le mentionnait tantôt, malgré le fait que tu dis faire de l'argent. Dans le cas des autres joueurs, c'est pas nécessairement vrai, mais dans le cas de Shohei Ohtani, qui est le meilleur joueur de baseball sur la planète, que tu payes 2 millions par année, ça fait aucun sens. Là, puis tu as plus de 1 milliard en argent différé. C'est peut-être un petit peu là où je mettrais une certaine limite pour ne pas nécessairement désavantager les petits marchés. Puis je parle de petits marchés. C'est même pas les petits marchés. Je prends l'exemple des Yankees. On a signé Max Fried, $0 différé. Là. Puis probablement que Fried n'aurait pas accepté d'avoir de l'argent différé dans son contrat parce qu'il l'aurait eu ailleurs. Donc, c'est l'équilibre dans tout ça. Les Dodgers ont construit cette culture-là. Ils méritent d'en récolter les fruits. Je ne sais pas où mettre la limite par rapport à l'argent différé, mais vraiment, le dossier chez Ohtani, il vient tout changer. Mais moi, c'est pour ça que je me dis, si tu n'as pas de limite salariale, pourquoi tu mettrais une limite d'argent différé? Ouais, C'est cet équilibre-là que j'ai de la difficulté à trouver. Puis, on va s'entendre sur une chose aussi, même si, évidemment, là, je trouve ça beaucoup en argent différé, mais Shohei Ohtani est un cas complètement à part. Ouais. Tu verras jamais ça, un gars qui veut différer 97% de son salaire. Parce que, à moins que la seule exception, c'est si les gars se mettent à faire plus d'argent en commandite. Parce que je ne sais pas ça vient d'où, là, mais tu compares les LeBron James, puis tu compares les Pat Mahomes, puis tu compares ça aux plus grosses vedettes du baseball majeur qui ne sont pas Shohei Ohtani. En commandite, c'est rien. Les gars font rien en commandite. Ils font des 5-6 millions de dollars. C'est rien, je veux dire. Mettons, je le prendrais. Là. Oui. Mais c'est rien pour le standard du baseball majeur versus un Shohei Ohtani qui fait genre 75 millions de dollars en commandite. Là, il est complètement à part des autres. Fait que si on arrive à... Si les joueurs arrivent à monter ça, là, peut-être qu'il y a des gars qui vont se dire j'ai de l'argent anyway qui va arriver de mon contrat avec Nike, puis avec Apple, puis avec tout ce que tu voudras. Puis de l'autre côté, je suis capable de faire comme Ohtani puis de tirer de l'argent. Parce que Ohtani, il l'a fait pour gagner. Fait d'un autre côté, je respecte aussi la parole des Dodgers. Le fait que les Dodgers ont eu une parole, on dit à Ohtani, regarde, on accepte ton deal avec de l'argent différé, on va construire une équipe alentour de toi. Ils ont gagné la Série mondiale, puis ils ont agi comme si c'était eux qui s'étaient fait sortir par les Padres de San Diego en Série division. Fait de respecter leur parole à ce niveau-là, je respecte ça chez les Dodgers. Oui, il faut respecter ça. Il faut respecter cette culture-là. Mais tu disais, je ne sais pas d'où ça vient. On le sait d'où ça vient. Ça vient du pays du soleil levant. C'est le Japon. C'est pas pour rien que Pat Mahomes et LeBron James ne peuvent pas faire cette somme-là en commandite. Le Japon, c'est un marché extraordinaire pour le baseball. Puis d'avoir un visage comme Shohei Ohtani, ça n'arrivera pas. Il n'y en aura pas d'autres joueurs qui vont faire cette somme-là en commandite. Ça ne fonctionne pas. On voit ça peut-être en Formule 1. Mais sinon, là, ça ne se fait pas. Ou peut-être au soccer aussi. C'est des sports qui sont mondiaux, mais. Oui, mais c'est ça, tu sais, au soccer, c'est des gars qui vont jouer dans des pays où la MLB n'a pas de marché. Exactement, mais au baseball, tu ne peux pas voir ça. Il y a juste Non. le Japon qui peut t'amener ça, puis il y a juste un Shohei Ohtani qui peut t'amener ça. Ouais. Fait que parce que, les tu sais, deux même ensemble, Yamamoto et Sasaki, ils ne feront pas jamais. ces montants-là. Ça sera Même pas proche. proche. Même pas proche ensemble. Tu sais. Non, exact. C'est ça, c'est complètement à part, puis ça donne un avantage incroyable aux Dodgers. Nouvelle question, puis je suis curieux d'entendre aussi ce que les auditeurs ont à nous dire par rapport à ça. Est-ce que
tu veux voir le baseball majeur avoir un arrêt de travail en 2027 pour imposer un cap salarial? C'est la question qui est de plus en plus sur toutes les lèvres. Moi, ma réponse est non. Puis j'ai vu que toi aussi, ta réponse a l'air d'être non. Non, je me passerai pas de balle pendant un an. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. C'est non. Première des Exact. choses. Puis deuxièmement, je pense pas que ça va arriver. Non. Mais si on instaure un cap salarial, d'accord, on va enlever le partage des revenus, puis on va Ouais. mettre un plancher salarial. Puis Ouais. là, on va voir comment les petits marchés vont se débrouiller dans ces circonstances-là. Moi, je pense Ouais. pas qu'il y a un... Penses-tu que les Marlins de Miami veulent Non. avoir un plafond salarial, puis Mais qu'on non. leur enlève le partage des revenus? Non. Hey, là, on va voir qu'ils sont dans le trouble pour vrai. Oui. Fait que, Puis, je me souviens plus c'est quel joueur qui disait ça. J'ai un blanc, tu me le diras si tu l'as vu passer, mais il y a un joueur qui disait si on impose un. Je me demande si c'est pas Joe Kelly. Un joueur qui disait si on impose un plafond salarial comme ça, là, ben, toutes les équipes vont se battre à armes égales, puis ils vont tous choisir les Dodgers. Fait que vous pensez qu'on choisit déjà tous les Dodgers, ça va être encore pire avec un cap. Puis après ça, mon autre question qui est peut-être un peu plus technique, c'est tu le mets où le cap? Parce que tu sais, quand tu l'as imposé au hockey il y a une vingtaine d'années, les équipes étaient relativement proches. Là, tu mets où la limite entre les Marlins qui veulent descendre à 15 millions par année en échangeant ça à Alcantara, puis les Dodgers qui sont à 3,80? Tu mets où le juste milieu? Là, on ne parle pas de 10 millions de différence. Là, on parle d'un montant qui est comme 30 fois plus élevé. Là. Non, je vois pas. Il n'y a pas de milieu. Tu peux pas favoriser un côté ou l'autre. Il y a tellement un écart entre les deux. Ouais. Puis c'est là que le partage des revenus vient rapprocher ces clubs-là. Le problème, c'est pas qu'il y a un écart extraordinaire entre les plus faibles, entre guillemets, et les gros marchés. C'est que les plus faibles qui reçoivent ce partage des revenus, qui font des revenus eux aussi, ils le gardent pour eux au lieu de mettre ça sur le terrain. Puis c'est là que l'écart se creuse. C'est pas nécessairement au niveau pur de dollar pour dollar. C'est ce que les formations font avec cet argent-là. On va voir ce que ça va donner parce que c'est un sujet qui risque de faire jaser en masse. Ce sera pas. Je vois pas les joueurs, par exemple, céder à ça. Non, Moi, je c'est pense ça. que si les joueurs ils ont à perdre une saison pour que ça ne soit pas de cap salarial, j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent ben, ainsi soit-il. Là. Mais je vois pas un monde où on va perdre une saison parce que oui, il va y avoir des propriétaires qui vont le vouloir, Mhm, mais comme tu l'as mentionné, il n'y a aucun joueur qui va vouloir ça. C'est impossible. mhm. Puis quand on va voir la saison approcher, c'est pas vrai que les gros marchés vont se priver de revenus pour avoir un plafond salarial dans une ligue. Là. Ça marchera pas. Fait qu'ils vont Non. se lever, puis là, ben, les autres marchés vont devoir plier. Fait que, oui, ça va être amené durant les négociations. Oui, ça va se jaser, mais je vois pas comment ça peut être instauré, puis je vois pas encore moins comment on peut perdre une saison pour ça. Là. Il y a Jean-Michel ici qui nous dit pourtant dans la LNH, il y a le partage des revenus, un cap et un plancher salarial. La différence aussi, c'est que dans la LNH, dans toute l'histoire, il y a eu 7 gars qui ont signé pour plus de 100 millions de dollars. Puis si tu additionnes ces 7 contrats-là, ça donne même pas Juan Soto. Fait que Non, c'est ça. les joueurs, ils savent là, que c'est exponentiel. Là, puis Juan Soto, c'est l'exemple le plus extrême, mais il y a beaucoup de joueurs là, qui ont des contrats de 150, 200, 250, 300, 350 millions de dollars. Et dans la Ligue nationale, on ne s'approche pas de ces montants-là non plus. Fait que les joueurs ne sont pas fous. Là, ils ne veulent pas caper ces montants-là non plus. Fait que c'est ce qui va faire en sorte que ça va être assez difficile puis que je m'attends pas. Les joueurs n'ont jamais cédé puis je ne m'attends pas à ce que ce soit dans 2 ans que ça commence à céder là, avec la montée des prix comme ça. Là. Je serais bien étonné. Non, puis au hockey, souvent, on va penser aux Canadiens qui font de l'argent comme de l'eau, mais c'est pas vrai que la majorité des clubs de la Ligue nationale font de l'argent. Les revenus, la comparaison des revenus entre le baseball majeur puis la Ligue nationale de hockey, ça c'est même pas proche. Fait que, tu peux pas nécessairement comparer les conventions collectives non plus, là, puis les règlements qui sont instaurés pour les équipes. Non, c'est ça. C'est une réalité qui est différente. Sébastien, on a quelques petites questions en attente, donc allons-y avec la période de questions. On a une question de Matt ici qui nous demande Coudon, sais-tu moi où les Yankees sont meilleurs maintenant sans Soto quand tu acquiers Fried, Goldschmidt et etc. On peut ajouter notamment un Devin Williams qui aurait pu être ajouté avec ou sans Soto, mais ajoutons-le quand même là, pour les fins de l'expérience. Comment tu vois ça, toi?
Ben, je ne sais pas si on est meilleur. Au moins, on est probablement. Moi, je pense qu'il manque une pièce pour être meilleur que ce qu'on l'était avec Juan Soto. Il manque un joueur d'avant-champ dans cette formation-là. Par contre, on a beaucoup plus de profondeur qu'on l'avait avec Juan Soto. On va pouvoir frapper, peut-être pas de 1 à 9, mais vraiment cet alignement-là va être tannant à affronter. Oui, on va peut-être manquer un petit peu de présence sur les sentiers, mais quand même, on a une formation qui est beaucoup plus solide en termes de profondeur. S'il arrive un blessé, quelque chose, une situation particulière, on va être capable de pallier. Tandis que là, si on avait une blessure, on le voyait que c'était plus difficile. Tout reposait sur Soto et Judge. Donc, si ça ne fonctionnait pas à ce niveau-là, bien, on perdait des matchs. Là, on va être capable un petit peu de combler cette perte-là de cette façon-là. Moi, ma réponse, c'est non. Ils ne sont pas meilleurs avec ces ajouts-là comparés à Soto. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont eu une mauvaise saison morte dans le sens où ils ont fait pas mal ce qu'il fallait pour retenir Juan Soto. Il a décidé d'aller ailleurs, c'est sa décision. Puis de l'autre côté, je trouve que les Yankees se sont bien retournés quand même. Mais si tu me dis, est-ce que tu ferais une transaction Soto signée à long terme contre Fried Goldschmidt et, mettons, Cody Bellinger puis Devin Williams? Je te réponds non. Je préférerais garder le meilleur joueur qui est Juan Soto, qui est un joueur qui peut tout changer. Fried, par exemple, c'est tannant dans cette rotation-là parce que c'est vraiment une belle pièce que tu ajoutes comme deuxième partant, gaucher comme ça. Ça rend, mettons, l'équation, si tu décides de faire la transaction hypothétique que j'ai amenée, ça rend l'équation beaucoup plus difficile à dire non, je ne le fais pas pour les Yankees, mais malgré tout, je pense que si tu as Soto, tu es meilleur. Par contre, je pense qu'on va pouvoir répondre à cette question-là à la date limite des transactions. Si jamais tu as ajouté un Max Fried justement dans cette rotation partante-là, si ça te permet, par exemple, d'échanger un Louis Hill pour aller chercher un besoin que tu auras à ce moment-là, peut-être que là, tu vas avoir une meilleure formation. Pour le moment, je pense que ça s'équivaut. Ça va dépendre de comment ça va se dérouler sur le terrain. Mais je pense qu'on ne peut pas nécessairement évaluer ça tout de suite. À partir de la date limite des transactions jusqu'aux séries éliminatoires, si les Yankees les font, je pense que c'est là que on va pouvoir évaluer qui perd gagne finalement. D'un autre côté aussi, peut-être qu'on va pouvoir l'évaluer juste après la Série mondiale. Tu sais, prends l'exemple de quand Bryce Harper est parti de Washington pour faire de la place à Juan Soto. Je comprends que les Yankees ne font pas de place à un autre Juan Soto. Ce n'est pas la même situation, mais ça avait permis de libérer de l'argent pour signer Patrick Corbin. Puis même s'il est bien poche depuis quelques années, en 2019, l'héritage de ce gars-là, quand même, à Washington, il a amené une série mondiale. Ouais. Sans lui, les Nationals ne gagnent pas la série mondiale de 2019. Fait que je pense que c'est quand même à prendre dans l'équation. Mais je peux pas te dire qu'ils sont meilleurs sans Juan Soto. Pour l'instant, je ne suis pas capable de dire ça. Exactement. Puis on ne sait pas si que Juan Soto va répéter ce qu'il a fait l'an dernier. Ça aussi, on le verra. Ce n'est pas nécessairement la même chose avec les Mets. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va faire avec les Mets, ça aurait été la même chose avec les Yankees, mais c'est ça, c'est dur à évaluer. On s'entend là-dessus. Le plan d'Arenado est-il vraiment de partir pour les Red Sox ou bien une autre équipe? Surtout que le plan des Cards, ils veulent absolument échanger Arenado ailleurs dans le baseball majeur. Je vais te la reformuler un peu, Matt, la question, si tu le permets. Est-ce que Arenado a manqué sa fenêtre pour être échangé? Puis moi, je vais reformuler encore. Est-ce que Arenado a un plan? Mais tout ça, ça s'embrique un dans l'autre. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a manqué sa fenêtre? Peut-être. Il y avait une occasion quand même. C'était une belle occasion de se retrouver avec les Astros, un bon club qui, oui, c'est un club qui est peut-être vieillissant un peu, mais on a de l'expérience, on sait comment gagner. On va vouloir éviter la même situation qu'en début de saison l'an dernier. Puis là, tu te retrouves avec à peu près personne qui te veut. Oui, les Red Sox, mais est-ce que tu vas nécessairement gagner avec les Red Sox? On n'est pas trop sûr. Donc, on n'est pas certain qu'il y a un plan dans cette chose-là. Mais les Cards, eux, ils ont un plan. Ils veulent l'échanger. Puis ça ne sera pas facile. Non. Il a peut-être manqué sa chance d'être échangé aux Astros de Houston. Est-ce qu'il va finir par se retrouver avec une meilleure équipe que les Astros? J'en doute. Les Astros, c'est un club qui se rend loin, qui fait les séries depuis plusieurs années, qui a quand même plusieurs séries mondiales depuis quelques saisons. Le plan d'Arenado est-il vraiment de partir pour les Red Sox? Moi, j'ai l'impression que oui. À ce point-ci, en plus, il y a son ami Trevor Story qui est là.
suis persuadé qu'il serait bien avec les Red Sox, le plus que Saint-Louis en ce moment, mais ça se peut Et- manquer sa fenêtre. mais il va avoir raté sa chance parce qu'on s'entend que les Astros vont terminer devant les Red Sox. Pas, Ouais. pas seulement l'an prochain, mais pour les prochaines saisons jusqu'à la fin de la carrière d'Arenado. Mettons dans 3 ans, on va être peut-être au même niveau, mais c'est pas vrai que les Red Sox ont une meilleure formation en ce moment que les Astros en ont une. Puis les Red Sox, ils ont tellement de jeunes qui poussent, des jeunes qui vont Mhm. peut-être être obligés de changer de position parce qu'il y a juste un poste d'arrêt court, là, que Ouais. ça se peut qu'à un moment donné, s'il est à Boston, ça se peut que dans un an, on dise ouais, mais Marcelo Mayer, mettons, il pourrait le pousser en dehors de la porte. Fait que ça se peut aussi que Boston, ce ne soit pas l'endroit parfait. Tu sais, c'est pas un dossier parfait là, pour Nolan Arenado. Là, son contrat est un peu lourd en ce moment, mettons. Non, mais ils vont l'envoyer au premier coussin, cette excellente idée de mettre Nolan Arenado au premier. Ouais, Oui, oui, c'est ça. oui, c'est ça. C'est quasiment aussi bon que mettre Vladdy au 3. C'est encore mieux. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes surpris du manque de mouvement des Pirates de Pittsburgh quand tu as Paul Skeens à rabais et on le sait qu'il va vouloir jouer pour les Dodgers lorsqu'il deviendra disponible? Ça, c'est possible. C'est un gars de Los Angeles. Je sais qu'il a grandi en tant que fan des Angels, par exemple, mais Donc, plus qui les veut aller Dodgers, avec les Angels? ben, c'est exactement ça. Mais écoute, la question, c'est est-ce que vous êtes surpris du manque de mouvement des Pirates? La réponse est non. Je ne suis pas surpris parce qu'ils ont le propriétaire qu'ils ont. Mais, tu sais, ton point est excellent. Paul Skeens, il est à rabais, puis je le dis souvent, tu ne l'auras pas longtemps à 800 000 Paul Skeens. Profites-en, entoure-le, fais une percée pour les séries. Puis dans cette division-là, on dirait que les Cubs, ça leur tente un peu, mais pas trop de prendre la tête. Les Brewers, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont s'écrouler. Les Reds s'en vont en montée, correct, mais tu sais, cette division-là est prenable, là, si tu veux. Là. Fait que fonce, va chercher quelques petits joueurs. Tu as quand même de la marge de manœuvre pour aller signer des joueurs parce que ta masse salariale est basse. Puis entoure Paul Skeens. Tu as Paul Skeens, tu as Jared Jones, tu as Mitch Keller. C'est un très beau top 3. Même les Dodgers le prendraient, ce top 3-là. Fait que Oui, j'espère. profites-en, puis entoure. Là, je suis d'accord avec toi, Matt. Là, entoure ces gars-là. Ben, pour répondre à la question, moi aussi, je ne suis pas surpris. On le sait, le Bob Nutting, il ne dépensera pas. Puis il n'a pas dépense l'intention. nothing. C'est ça, exactement. Oh là 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 là. Il est tard, il est tard. Mais puis il n'a pas l'intention de vendre le club. Fait que du côté des partisans des Pirates, on est pris avec le propriétaire, on est pris avec cette situation-là. Puis, tu sais, dans le cas des Jays, on l'a mentionné tantôt, ils ont essayé. Dans le cas des Pirates, est-ce que tu as entendu une rumeur ou le fait qu'ils essayaient d'aller chercher un gros joueur autonome ou un gros joueur via le marché des transactions? Pas en tout. Pas en tout. Mais non. Fait que, tu sais, on n'essaie même pas. Puis comme tu l'as mentionné, on est dans la division la plus prenable du baseball majeur. Les Cubs ont un des meilleurs gérants de la MLB, mais on ne donne pas vraiment les éléments pour Ouais, non, gagner. ben Fait non. qu'il n'y a personne qui veut gagner dans cette division-là, sauf peut-être les Reds, qui, eux, on est en train de monter, puis là, on veut passer au prochain niveau. Mais on n'en profite pas du côté des Pirates. Qui a ce trio de lanceurs-là dans le baseball majeur? Il n'y a pas beaucoup de formations qui peuvent se vanter de ça. Puis là, on l'a à Pittsburgh. Bon, on va en profiter pendant quelques années. On va stagner un petit peu, on va se promener. On a vu tout le potentiel de cette équipe-là en première moitié de saison. Je comprends qu'on n'a pas acheté en fou à la date limite, mais est-ce qu'on peut ajouter quelques pièces pour donner une chance à ce trio de lanceurs-là? Oui, parce que c'est bien beau aller chercher IKF, là, mais ça va, Et là là! je te l'annonce, là, ça va prendre plus que ça. Et boy. Écoute, je pense que même Dave Roberts prendrait ce top 3 Ah, là. boy, on était dû, hein? Hey, Ah qu'on ouais, j'ai était réalisé dû. que j'ai oublié de le sortir dans le blog sur les Dodgers. Fait que là, je me suis dit, je vais profiter d'un lien boiteux pour ramener ça. Tu sais. Lui, il est heureux présentement. Hein? Une série mondiale, puis un club pacté. Ah, il est gras dur. Il est gras dur. Il est Mais gras puis là, il y a de la ouais, pression, par exemple. il y a de la pression, mais il vient de gagner. Oui, oui. Tu sais, c'est quand même le fun d'avoir de la pression quand tu as gagné. Quand tu sais, il avait gagné, mais dans des circonstances, saison écourtée et tout. Là, il a gagné un vrai championnat, puis il y a Oui. un club extraordinaire sur le terrain. Mhm. Moi, si tu me proposes une job, c'est elle que je prends. Probablement. Ouais. Probablement. Mais je pense pas qu'elle va s'ouvrir bientôt, sa job. Non, non, je pense que non, on me dit à l'oreille qu'il est là pour rester. Ouais, je pense que oui. Ouais.
Sébastien, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, là, qui nous écoutaient en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube dans notre nouveau format du mercredi soir à 20h. Ce sera comme ça en 2025 pour la suite des choses. L'interaction est toujours très, très, très plaisante. Mais pour ceux, Sébastien, qui ne nous ont pas écoutés en live, il y a quand même façon de nous écouter dans un format podcast plus traditionnel. Oui, exactement. Dans les prochaines minutes, on va placer l'épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur notre site web passionmlb.com. Donc, vous allez pouvoir soit le réécouter ou l'écouter pour la première fois. Puis on est parti pour une belle run. Là. On va être là pour un petit bout de temps. La pause est finie. Absolument. Le baseball va recommencer, puis on va être prêt à attaquer ça en force. Donc, merci à tout le monde. Ça a été un plaisir de recommencer ça en 2025, puis on se dit à mercredi prochain.